Avec mon invité d'aujourd'hui, philosophe, psychanalyste et professeur, elle nous invite notamment à réfléchir à la manière dont s'articulent et dialoguent l'individuel et le collectif dans nos sociétés. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Tout d'abord, dans quel temps est-ce que vous avez le sentiment que l'on vit ? On a un phénomène de disparition du temps. On liquéfie littéralement le temps, alors que le temps, il est nécessaire pour tout simplement avoir le sentiment de vivre. Un temps conditionné par l'immédiateté qui nous invite à être en réaction perpétuelle. Qu'est-ce qui vous évoque ce mot réaction ? C'est précisément le contraire de l'action. Normalement, l'action, c'est quelque chose qui est lié à une pensée, qui est lié au temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'action, je me suis dit que, éventuellement, je pourrais faire autre chose. Et j'ai fait ça. Et donc, à partir du moment où l'action n'a plus la trace de cette décision, on est précisément dans la réaction. Si nous sommes entrés dans une époque dominée par la réaction, serait-il abusif que de qualifier notre époque de réactionnaire ? C'est très compliqué de dire que l'époque est un tout. Il y a des gros blocs comme ça, réactionnaires, mais il y a des endroits extraordinairement poétiques, extraordinairement régénérescents, donc non, mais pas que réactionnaire. Cette conception du temps a-t-elle sur la qualité du débat public dont vous déplorez la détérioration ? À partir d'un moment où on a un réductionnisme de tout, réductionnisme des signes, réductionnisme des espaces où on peut s'exprimer, instantanéité, décontextualisation, c'est-à-dire parler, c'est aussi parler dans un milieu particulier. C'est pas tout d'un coup dire « Ah, j'ai attrapé ça et je sais pas du tout de quoi on parle et tiens, je vais me donner l'occasion de réagir quand même. » Donc tout ça fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus comprendre ce qui est dit. Donc l'espace et le temps, c'est nécessaire pour comprendre. Et nous avons des outils. L'enjeu, c'est pas de dire ça, c'est terrible, etc. C'est simplement de comprendre que ça modifie nos perceptions et ça modifie nos manière d'être et que régulièrement il est important de trouver une manière de reprendre la main. Crise du sentiment national, crise de l'imagination. Dans quelle mesure est-ce qu'on assiste aussi à une crise du collectif, à une crise de l'intérêt général ? Je ne sais pas encore répondre à cette question. Je sais juste que nous avons une vision de cette unité du monde commun qui a disparu, très certainement. Il y a une autre manière de faire récit. Et c'est pour ça que moi je m'intéresse toujours davantage, si vous voulez, à l'amont. C'est-à-dire, en gros, comment on construit l'intérêt général plutôt que, tiens, quel est le récit qu'on va mettre pour tout le monde de l'intérêt général et qui, d'une certaine manière, ça nous étouffe. Et on voit très bien aujourd'hui que il y a une très très grande part d'individualisme, moi je préfère parler d'individuation, et que donc il faut à la fois manier cette diversité immense, ces manières de faire, ces styles de vie, ces singularités, et en même temps il faut arriver à attraper l'intérêt général. Vous faites cette distinction entre l'individu individué et l'individu individualiste, et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous reveniez sur cette distinction qui est assez claire. L'individualisme, c'est une passion pour soi-même, c'est un travestissement de l'individuation. L'individuation, c'est tout simplement savoir qu'on est manquant. À partir de ce moment-là, tout est dit. Si on est conscient qu'on est manquant, je dirais tout va bien. Sauf que c'est très dur pour le sujet. Alors ça veut dire qu'il faut réinventer un individu dont le destin individuel vienne alimenter un destin collectif. Comment on fait pour changer notre rapport au monde ? On a quelque chose à faire avec le monde, et pas que avec soi. Et précisément se dire, tiens, est-ce que je peux essayer de transformer le monde ? Non seulement ça va transformer le monde, oui, et en même temps, ça va bien évidemment venir me transformer moi-même. Et c'est cette dialectique qui crée l'individuation. Alors que si on se dit, je n'ai pas à transformer le monde, en fait, on dépérit intérieurement, on déprime parce que l'humain transforme les choses. Il se constitue par la transformation du monde, ça porte un nom, la sublimation aussi, l'œuvre, et la sublimation, ça a besoin de temps. Le premier mouvement par rapport au temps, il est douloureux. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est irréversible, et en gros, c'est la mort. Et puis on découvre, à un moment donné, au fil du temps, précisément que le temps peut être un allié au sens où, tiens, je vais comprendre que grâce à ce temps, je peux sublimer les choses et je peux créer un peu d'éternité et surtout je peux agir et je peux transformer le monde. Et voilà ce que vous écriviez. Si le risque environnemental est jugé trop important par rapport à nos capacités, il est très probable que nous n'essayions même pas d'adopter un comportement adapté, mais qu'au contraire, nous réagissions de façon émotive jusqu'à un déni du risque. Ça veut dire qu'on va droit dans le mur. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on a une capacité, je dirais, l'être humain, à être extraordinairement créatif dans le déni. Oui, ça je dois dire, je suis toujours étonné par la puissance de l'homme à trouver toutes les astuces possibles pour surtout ne pas voir. Et alors, qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il en suffit d'un seul pour sauver le reste des hommes. Je suis très spinoziste, donc je considère que les passions tristes ne sont pas régulatrices de l'éthique collective. Et donc je fais attention et je me tiens toujours à distance de ma propre mélancolie.
Cette nature dont vous nous rappelez qu'elle est au cœur de notre contrat social, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons pensé le contrat social de façon abstraite, mais la création de l'état de droit, c'est quelque chose de performatif et de déclaratif. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, il n'y a rien, et on dit, il y aura un état de droit, et il y a un état de droit. Et tout le monde regarde autour de soi et dit, non, il n'y a pas d'état de droit. Mais ça, ce moment de la décision et de la volonté, ça fait partie de ce qu'est un état de droit. Sauf que, bien évidemment, la vérité de l'état de droit, c'est ce qui va arriver après. C'est-à-dire l'état social, et notamment aujourd'hui, l'état social-écologique. À partir du moment où il y a une vulnérabilité environnementale, il y a une vulnérabilité socio-économique, Voilà. et que donc la justice environnementale et la justice sociale, ce sont bien évidemment indissociables. Donc le premier grand enjeu de la citoyenneté, c'est l'accès aux ressources naturelles. Et puis dans un second temps, on sait aujourd'hui la part considérable des facteurs environnementaux dans la santé. Le premier grand test de crédibilité aussi de la citoyenneté, c'est quand même de pas tomber malade. Nous respirons tous les jours quelque chose qui nous met en danger, et donc cette nature est au fondement du contrat social. Et il y a des conséquences sur nos sociétés, sur les relations entre les individus. Ça veut dire moins de solidarité, moins d'humanisme. Moi, je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle l'exceptionnalité de l'homme. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le biocentrisme. Je suis un petit peu plus dans l'écocentrisme. C'est-à-dire, j'essaye précisément de créer une relation harmonieuse entre l'homme et la nature, mais je reste un vrai philosophe, c'est-à-dire, en gros, un anthropocentrisme, mais éclairé. Et donc, l'exceptionnalité de l'homme, j'essaye de la mettre du côté de la responsabilité. Et là, c'est la conscience que l'homme fait partie du vivant, que demain, en dérégulant les biosystèmes, c'est pas tellement la nature qu'on met en danger, c'est l'humanisme de l'homme. Mais qu'est-ce qui pousse l'humain à créer les conditions de sa propre déshumanisation? Ah ben ça, c'est le conflit psychique qui est à l'intérieur de nous. Diriez-vous qu'on est amoureux de la catastrophe? Je ne sais pas si on est amoureux de la catastrophe. C'est difficile de changer, c'est difficile de se transformer, c'est difficile d'affronter le principe de réalité. Et parfois, pour ne pas affronter le principe de réalité, on bascule dans ce qui se présente d'abord comme un plaisir et qui, en fait, signe notre catastrophe. Pourquoi? Parce que on pense que la catastrophe, c'est la frustration. Et en fait, la frustration, le renoncement, c'est la base, très souvent, de la liberté. Puis vous dites bien, Cynthia Fleury, que le système social et de solidarité dans lequel nous vivons en Europe, il est né de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, il est aujourd'hui mis en péril. Ma question est donc la suivante, faudra-t-il aller jusqu'à la catastrophe pour nos sociétés, pour qu'elles parviennent à se réinventer? Vous avez beaucoup de penseurs qui instrumentalisent la pensée de la catastrophe voilà. De façon positive, mais j'espère que non, mais c'est vrai que pour l'instant, si je devais fondamentalement donner un exemple historique d'immense régulation par la non-catastrophe, je serais un peu légère. Nous croyons que le juste niveau de dégradation, entre guillemets, de la nature, c'est celui avec lequel on est né, donc on est mal barré, si j'ose dire, puisque à chaque fois le truc devient à chaque fois pire, et on se dit, oh, c'est pas bien grave. Mais non, si, c'est très très grave, parce qu'il y a des générations qui sont avant nous et qui avaient un rapport à la nature bien plus vaste que celui-là. Et puis c'est la question de l'expérience de nature. C'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui de poser une expérience directe de la nature. On a des expériences indirectes, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec la nature, on décide d'aller en forêt, et on va en forêt. Mais c'est pas ça, normalement. L'expérience de la nature, c'est l'expérience comme milieu premier, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais à l'école et il s'avère que je traverse un chemin et qu'en fait, je ne me dissocie pas de la nature. Et ça, cette expérience de connexion primaire, émotionnelle, contemplative, récréative, nous la perdons. Pourquoi est-ce qu'on oublie? D'abord parce que le process de l'oubli est absolument constitutif de l'homme dans le bon sens du terme. Parce que pour être au présent, on parlait du temps, du présent, il y a une forme positive d'oubli, parce que sinon ça s'appelle la rumination, ça s'appelle l'obsession. Donc il est important d'oublier également, et en même temps il est important que l'oubli ne soit pas lui-même le lieu d'une répétition. Pour que l'oubli ne soit pas lui-même le lieu d'une répétition, il faut qu'il y ait eu création, il faut qu'il y ait eu apprentissage d'une leçon. Et c'est très très dur en fait d'apprendre une leçon, c'est très très compliqué. Le premier outil de régulation dans un état de droit, c'est la parole. Je dirais que le cours de la parole donnée a chuté. C'est-à-dire que non seulement la parole, ça veut quasiment plus rien dire, mais en plus, quand on vous la donne, ne la prenez pas parce qu'on ne vous donne plus rien. Fondamentalement, on a aujourd'hui perdu cette idée que premier outil de régulation de la violence, premier outil performatif, c'est la parole. Donc si vous désubstantialisez sans cesse la parole par de la novlangue, par du réductionnisme, par de l'insulte à la place d'un argument, etc., vous videz la démocratie de sa force. La parole est d'intérêt général, diriez-vous? La parole est d'intérêt général. D'abord, elle est d'intérêt intime, oui. C'est-à-dire que à ce jour, en tout cas, Homo sapiens, c'est Homo loquens. Le chemin de cette parole, il est à la fois constitutif de la santé psychique et il est constitutif de la santé démocratique. Je ne veux pas dire que tout se ressemble et que tout est analogique, mais il y a un chemin par la verbalisation et par le langage qui est aussi important pour la question collective que pour la question individuelle. Est-ce que vous regardez par exemple l'action gouvernementale?
Je dirais qu'elle est dans une problématique où elle croit encore que le seul usage communicationnel de la langue suffit. La dégradation du débat public, c'est aussi ça. C'est à un moment donné de scinder le langage de sa performativité. Et donc, quand vous dites quelque chose, vous faites quelque chose. Et aujourd'hui, on dit quelque chose pour ne pas faire quelque chose. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a un manque à la fois de courage, mais il n'y a pas qu'un manque de courage, il y a un manque de compréhension de ce qu'est le langage dans l'état de droit. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que les mots que l'on emploie révèlent de nous et de nos désirs? Les mots, si vous voulez, encore une fois, c'est la manière la plus propre de l'homme de dire quelque chose de lui à celui qui est en face de lui. Pour vous, c'est toujours facile de trouver les mots? Bien sûr que non. Et puis parfois, le silence est absolument constitutif de la parole. Donc je veux dire par là qu'il y a une manière de faire taire la parole et qui dit bien sûr quelque chose. Et Dieu sait si on analyse, le silence, il est constitutif de cette parole. Quand est-ce qu'il vous manque à vous, les mots? Dans quelles circonstances? Oh, la peine, sans doute, ça reste quand même un des territoires les plus compliqués, le chagrin, d'abord parce qu'on est fatigué, et puis la lassitude. À un moment donné, à part dire « je suis lasse », et puis les mots, ils manquent parfois face à une situation de violence qui grimpe comme ça, et tout d'un coup, on sait que il faut faire très très attention sur le mot qui doit être choisi, parce que le mot peut mettre le feu comme il peut calmer. Et ça, c'est votre exercice de la philosophie et de la psychanalyse qui vous invite sans cesse à réinterroger votre langage? Oui, et je pense qu'en dernier instant, je suis plus une philosophe clinicienne qu'une psychanalyste. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que la philosophie, ici, ne serait pas là pour créer des mots, justement, pour nous aider à en retrouver? Ah mais c'est évident, je veux dire, la philosophie, c'est ce qui nous permet à un moment donné de comprendre, encore une fois, que le langage, c'est notre vivier premier, et qu'il faut être absolument créatif. C'est-à-dire que si à un moment donné un mot n'existe pas, ou si vous ne trouvez pas votre mot, mais vous savez quoi, vous l'inventez.